Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et enfin le soleil fait une apparition. Il est vers 11h30 ce matin. Il y a eu des épisodes pluvieux, on n'a pas eu les pluies spectaculaires des épisodes Cévenol, tout ce qui a dégringolé sur Montpellier, Marseille, etc. Ici, le total enregistré à ce jour pour le mois d'octobre, donc à la station d'Ensheim, est d'une 35 mm. Donc c'est une bonne pluie, mais sans plus. Et on va essayer de voir ce que cela a pu faire, tant au niveau de la surface du sol que dans le sol. Je voulais aujourd'hui faire un focus, un détail sur quelque chose qui est particulièrement visible ces jours-ci. Donc retour de l'humidité, retour de l'eau dans un sol qui était devenu très très sec, présence de matière organique et notamment de matière organique stable sous forme soit de BRF à certains endroits, soit de foin à d'autres. Et donc lorsque j'ai, après une petite absence, mis les pieds dans le jardin il y a quelques jours, j'ai pu observer une explosion de champignons. Alors je vais vous les filmer, je veux simplement vous rappeler que ce qu'on appelle champignons dans le langage courant, c'est-à-dire la petite formation de surface, n'est que la partie visible de l'iceberg. Le champignon, pour la personne intéressée par le sol vivant, c'est avant tout un réseau de filaments tellement fins qu'on ne les voit pas. C'est de l'ordre du centième du diamètre d'un cheveu. Donc ces filaments colonisent l'ensemble du sol, digèrent entre autres les matières organiques que les bactéries n'attaquent pas, donc la cellulose, bactéries et champignons s'y attaquent, mais la lignine, donc le constituant du bois, les bactéries ne s'y attaquent pas et les champignons excellent là-dedans. Donc dans ce réseau tissage, cette toile de filaments de champignons, va se faire une partie importante de la décomposition des matières organiques, donc du recyclage des matières organiques du sol. Quand les conditions sont favorables, les champignons, comme d'autres organismes vivants, vont produire des organes de reproduction, donc ce qu'on appelle dans le langage courant le champignon, qu'on appelle soit sporophore, soit carpophore d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire en plus simple, l'organe de production de spores. Voilà donc ce que je vais vous éclairer. Donc je vais vous en mettre toute une rafale, à la fois pour vous montrer l'abondance de ces carpophores ou de ces sporophores dans un jardin basé sur des sols vivants, donc bien nourris en matière organique et notamment en matière organique ligneuse. Aussi pour vous montrer donc l'abondance mais aussi la diversité. Vous verrez que, alors je suis malheureusement pour vous absolument nul en mycologie, c'est-à-dire que je ne m'y connais absolument pas en identification des champignons, mais vous verrez en regardant la forme, la couleur de ces organes aériens qu'il y a une très très grande diversité d'espèces et de variétés. Alors la formation de ces champignons qui pourrait inquiéter quelqu'un qui n'est pas au courant des mécanismes qui se passent dans le sol est évidemment quelque chose qui pour moi est très très réjouissant. Allons-y, on va regarder ça. On va commencer ici en haut, donc sous les framboisiers, avec cette forêt donc de carpophores, d'organes reproducteurs de champignons. Cela n'a rien d'étonnant puisque ici, tous les framboisiers sur le rang, chaque année, je mets une quantité assez importante de BRF qui a été largement digérée maintenant
et donc qui a nourri, grassement nourri devrais-je dire, les champignons du sol qui donc, maintenant que l'humidité est revenue, construisent ces organes reproducteurs en pagaille pour former les spores, c'est-à-dire pour initier la génération suivante. Bon, même chose ici, de l'autre côté, côté gauche, sur la rangée suivante. Alors là, nous sommes donc juste en dessous des framboisiers, à l'endroit où se trouvait la première rangée de pieds de tomates, ceux-là même qui avaient tant souffert de l'ombre portée par les framboisiers, étaient donc les premiers, les plus sévèrement attaqués par le mildiou. Et là, on peut donc voir que, sans doute sous terre, la colonisation, le réseau de ces mêmes champignons que nous avons vus là-bas sous les framboisiers s'est également installé. Si on regarde un peu plus loin, bon, ça a été recouvert, donc ce n'est pas typique, je ne sais pas ce qui se passe en dessous, mais il me semble que le développement des champignons est beaucoup plus pauvre parce que moins de bois, donc moins de lignine, moins favorable aux champignons. Autre paysage ici, nous sommes dans une partie qui a été cultivée une première fois donc au printemps, recouvert ensuite de tonte de gazon qu'on voit là en surface et planté sur la partie droite au moment même de la canicule ou juste avant la canicule avec du persil, il y a aussi des poireaux perpétuels et plus loin la rangée de thym. Et sur la partie gauche de l'image, 4 rangées qui ont été semées il y a 15-20 jours avec des laitues d'hiver. Donc là, dans cette partie, plus de cellulose, moins ou pas du tout de lignine, donc de constituants du bois, et là donc pas pour l'instant en tout cas de formation de carpophore. Ça ne veut pas dire que dans le sol il n'y a pas des filaments de champignons, hein. Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas la force, l'exubérance qu'on a vu en milieu constitué de copeaux de bois sous les framboisiers. Un peu plus bas ici, même panorama on va dire, hein, c'était un endroit où il y avait eu des semis de printemps, des salades, des radis, etc. Puis plus tard, des betteraves rouges aussi sont de cette époque. Et puis plus tard, donc des semis et des plantations de choux de Bruxelles, de poireaux, et qu'est-ce qu'il y a encore? Du chou chinois ici qui a été semé. On voit que la couche de foin qui était très importante à la sortie de l'hiver, c'est ici qu'avait été filmé l'essai de la sillonnette, donc une des premières vidéos mises en ligne, si vous voulez regarder et comparer et ce qui s'est passé en 6 mois. Aujourd'hui, on voit qu'il ne reste quasiment rien, le sol est à nu, les mauvaises herbes ici, le mouron est en train de s'installer, ici de la Véronique de Perse, un peu d'ortie. Donc, du fait de l'absence d'une couverture suffisante, comme on pourrait le prédire, les adventices lèvent, mais vous savez que ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, bien au contraire, ça fait de la photosynthèse, ça entretient des bactéries, etc. dans le sol, donc laissons faire, laissons venir, ça m'évite de semer des engrais verts, en attendant que j'ai fini de récolter. Et donc là, même chose, très très peu de carpophores, donc de champignons, même si j'en vois ici, j'en vois là-bas, je vais faire quelques zooms pour montrer qu'il ne faut pas penser que c'est désertique du point de vue des champignons, mais cela n'a rien à voir si on compare à ce qu'on a vu sous la couverture ligneuse. Ici, on peut voir donc quelques-uns de ces carpophores, là, donc une belle touffe, on va dire, de champignons. Ou encore celui-ci, là, au pied de cette betterave rouge, ou ceux-là au pied un peu plus loin, donc au pied d'une autre betterave.
Donc on voit qu'il y a des champignons, moins que lorsque l'on apporte massivement des substances riches en bois, donc des substances dites ligneuses. Alors retour donc dans une zone traitée exclusivement avec du BRF, ici les fraisiers, et l'on voit tout de suite que l'exubérance fongique, si je peux inventer ce terme, est tout à fait présente. Je pense que ce sont des coprins. Je mets ma main pour que vous puissiez apprécier la taille de ces organes fruitiers, donc de ces carpophores, de ces champignons. Il y en a plus loin encore. Ici toujours donc à la limite de la planche de fraises et les carottes, cette autre espèce de champignons. Alors je suis désolé, mais je suis absolument nul en mycologie, donc je ne sais pas identifier les champignons. Si j'ai le temps et si ma curiosité se maintient, il faudra quand même que je me plonge un peu dans des livres qui permettent d'identifier les champignons. Un peu plus loin, donc toujours dans les fraises, on voit qu'il y a là aussi donc, des champignons bien plus modestes, comparables à ceux que l'on a vus sous les framboisiers. Poursuivons notre marche en avant, donc nous arrivons à la parcelle où il y avait d'un côté les oignons et en interrang les carottes qui n'ont toujours pas été récoltées, qui se trouvent ici, traitées dans un premier temps donc à l'automne dernier, au mois de novembre sans doute, avec du BRF de bouleau, en couche relativement sérieuse, mais qui s'est révélée insuffisante au printemps pour contrôler les adventices, qui m'avaient amené à rajouter dessus une couche de foin avant de planter les oignons à travers cette couche de foin et de BRF et de semer les carottes dans des sillons creusés dans cette couche. Et là, c'est sans doute l'endroit où l'abondance de ces types de champignons est la plus spectaculaire. Donc je pense que là, on a atteint l'endroit où à la fois la décomposition du bois a apporté l'énergie nécessaire aux champignons, puisqu'ils sont seuls capables de digérer les substances ligneuses, mais que par-dessus cela, la décomposition du foin a sans doute apporté une richesse suffisante en azote que n'avait pas le bois et qui a permis sans doute un développement encore plus important des champignons que cela n'est le cas s'il n'y a que du bois. C'est en tout cas une hypothèse que m'inspire cette parcelle, on va dire, mixte. Et du point de vue des champignons, mais ce qui n'est qu'une vue partielle des mécanismes du sol, sans doute cette combinaison 10 cm de BRF de bois relativement tendre plus une dizaine de centimètres de foin par-dessus avant la mise en place des cultures semblerait, encore une fois du point de vue des champignons, l'optimum. À l'approche des cassissiers, à l'endroit où on a cultivé de la camomille, sans doute une autre espèce ici, qui était sortie un peu plus tôt et qui est en train de se dégrader, dont les carpophores sont en train de se dégrader après avoir sans doute disséminé les spores. Donc mission accomplie du point de vue du champignon. Au niveau de cette parcelle où il y a eu l'an dernier, donc à l'automne, des chicorées frisées, et puis plus tard les poireaux sur la droite, là où vous apercevez un peu la nouvelle couche de foin, de la mâche à l'endroit où il y a les haricots, essentiellement ou quasi exclusivement traités avec du foin. Là encore, on retombe sur ce que je disais plus tôt, peu de champignons, ce qui ne veut pas dire pas de champignons.
je me rends compte ce matin que là il y a des nouvelles pousses, peut-être qui viennent un tout petit peu plus tard. Voilà, ici en gros blanc, donc c'est deux sortes de champignons ici, celle-là et une autre qui est en train de sortir seulement. Une dynamique clairement moins forte, mais néanmoins sous le foin seul, il y a une certaine activité fongique. Est-elle suffisante? Ça, c'est une question à laquelle, à ce stade, je n'ai pas de réponse. Là, nous sommes sur une autre planche. Hein. Vous reconnaissez le céleri. Là-bas derrière, où c'est paillé, c'était à la limite du fenouil. Et là, à mes pieds, le basilic qui n'a pas été récolté et qui a donc été fusillé net par les 2 ou 3 gelées blanches que nous avons eues. Je rappelle que ici c'était l'endroit où on avait étalé un peu ce qui ne sont pas des composteurs mais notre réserve de matière organique, de déchets, avant de recouvrir avec une épaisse couche de foin durant à la sortie de l'hiver. Apparemment comme ça il y a moins de champignons, mais quand on y regarde d'un tout petit peu plus près, on voit que là aussi, notamment je pense lié à des vieilles tiges de végétaux qui restent toujours, je ne sais même plus ce que c'est, est-ce que c'était des pieds de tomates, etc. Ah bah oui, là c'est spectaculaire, je vais vous filmer ça, on voit que c'est sur ces vieilles tiges, tout à fait par hasard que je tombe sur cette image, se développent certains de ces champignons. Allons-y pour un gros plan ou deux. Donc ici au pied de ce céleri, hein, donc on peut voir des organes de ces champignons. Il y en a bien davantage ici à gauche, je vais filmer ça aussi. Voilà, ici j'ai dégagé un peu les feuilles, comme ça on voit ça de façon plus visible. Voilà donc le gros plan de ce que je vous disais, cette partie, on va dire, durcie d'une ancienne culture de l'an dernier, à la réflexion, je pense que sont des pieds d'aubergine, avec la formation directement sur ce support, donc riche en cellulose dure et sans doute avec déjà un peu de lignine, la formation de ce champignon. Ici, cette parcelle est en fait mixte. Il y avait une bande dans laquelle j'avais déjà planté l'an dernier ces myrtillers, plus récemment ces camarisiers, donc qui était une plante, on va dire, à arbuste, où j'avais sur le rang apporté pas mal de déchets ligneux dont on trouve encore des traces. Et là, on voit que champignons de façon relativement abondante. Ici, il y a une autre espèce que je vous filmerai. Ici, ces petites boules sont le fameux Anthurus de l'Archer, le fameux champignon qui donne une odeur putride de mort et qui imite si bien le côté sanguinolent pour attirer les mouches qui vont transporter ces spores. Hein, donc là, activité fongique importante. À partir de là-bas, on est sur une partie qui a été simplement traitée par un déroulement de foin. Et là, pour l'instant, pas d'activité fongique visible. Bien sûr, si je gratte le foin, on verra que le foin est retenu comme par un feutrage blanc qui est aussi du champignon, mais pas de formation à ce stade d'organes reproducteurs de ces champignons. Ici donc à la lisière de cette bande boisée, enfin traitée en BRF et l'allée que jetons, cette sorte de champignon. Donc ici il y a visiblement 3 espèces différentes. Nous sommes là donc au niveau de l'essai d'asperges. Vous voyez ici une feuille d'asperge et où j'avais planté des choux-fleurs en plein milieu. Là on est donc sur le matériau initial qui était les feuilles de noyer que m'avait donc collecté le voisin. Ensuite, ajout à la fois de tonte de gazon à certains moments et de foin. Alors,
beaucoup moins de champignons, même si, là encore une fois, la règle comme quoi tout n'est jamais totalement négatif, ni jamais totalement positif, se vérifie. Je vois là par exemple un petit organe que je vais vous filmer pour montrer que je ne raconte pas de carabistouille. Et voilà le petit coco, indice quand même d'une activité fongique, même si elle est modeste. Même chose en ce qui concerne ici les framboisiers du bas, entre guillemets, donc ceux installés durant l'hiver dernier et qui ont déjà produit cette année et qui continuent de produire d'ailleurs. Je vais vous faire envie dans un instant. Donc installés sur un couvert de feuilles mortes mélangées à des tontes de gazon, puis recouverts de foin, pas d'activité fongique visible sous la forme de formation d'organes diffèrent des champignons. Par contre, on va se croquer quelques framboises, histoire de saliver un peu. Voilà donc une belle grappe de framboises. Elles sont moins sucrées, moins aromatiques, parce que évidemment les températures, les durées d'ensoleillement sont beaucoup plus basses. Mais honnêtement, elles valent ce qu'on achète dans les supermarchés en pleine saison. Vous le connaissez, cet angle de vue, la parcelle de choux du bas où la récolte est en cours, essentiellement traitée avec un tout petit peu de BRF dans le fond, mais ensuite recouvert de foin. Et là encore, ce petit apport de BRF semble extrêmement bénéfique en ce qui concerne le développement de champignons. Il y a un groupe ici, une autre espèce là. Là, il y a un groupe, une deuxième espèce, ou une troisième, ou une quatrième, je ne sais plus. Mais on voit là, oh là derrière, il y a un beau gisement. Donc on voit là une activité fongique tout à fait importante. Au passage, les fameux choux que j'ai récoltés et dont j'avais dit que se développeraient des pommes accessoires, voilà ces petites pommes. Et d'une façon générale, pour tous les choux, une activité photosynthétique, une activité de production de biomasse sur le sol, mais aussi donc sous le sol sous forme d'exsudats, donc de substances qui sont émises par les racines pour nourrir les bactéries et les champignons, qui se poursuit, le sol restant chaud et la plante restant active. Donc c'est tout bénéfice, ça joue le rôle d'un engrais vert, sauf que je n'ai pas eu à m'en préoccuper et à le semer et le faire développer. C'est venu tout seul. Donc il suffit de ne pas couper au niveau de la racine, mais de ne sortir, d'extraire que la pomme qui vous intéresse. Une de ces tâches que j'ai mentionnées, une autre ici, une troisième là, et une quatrième là en plein milieu de la rangée de persil. Cette autre espèce un peu curieuse, ces parapluies à l'envers. Là au pied de ces poireaux, toujours dans un mélange, sous-couche de BRF insuffisante, recouverte de foin, cette profusion. Là, une espèce dans les brocolis, je ne sais pas si on l'a déjà vu ou si c'en est une autre. Alors là, nous sommes en haut de la parcelle des choux, sur une partie qui a été conquise, entre guillemets, sur la prairie à l'automne dernier par un apport ici très conséquent de BRF. C'était là où on avait cultivé les choux-fleurs. Là où je me trouve, se trouvait le fameux petit chou-fleur record du monde, avais-je dit, de la petitesse et du ridicule des choux-fleurs. Donc là, tout à fait normalement et sans surprise, un développement extrêmement important maintenant de champignons sur ce support ligneux. Donc il y a par exemple cette touffe ici, enfin je ne sais pas si on dit une touffe, cet emplacement entièrement recouvert de champignons. Une autre sorte au pied de ce chou-fleur qui a été récolté, cet amas ici, ou celui-là. Ceci sous le chou-fleur est en marge de
de l'allée enherbée. Donc là, pas de champignons apparents dans cette partie donc, qui a été conquise uniquement avec du foin, aucun apport de BRF ou de bois, foin et tonte de gazon apportés directement sur la prairie tondue. Et donc là, on voit qu'on n'a pas du tout la même incidence sur la prolifération des champignons. Encore une fois, sur le foin, bon là il a été tellement gratté par les oiseaux qu'on ne voit plus rien, mais on voit tout à fait se développer des champignons qui s'occupent de la décomposition du foin, mais on n'a pas ces mêmes espèces qui forment ces organes reproducteurs. Donc l'incidence des apports de bois de BRF est sans doute assez important et l'expérience semble nous montrer que la combinaison des deux semble correspondre à quelque chose qui stimule davantage les champignons sans nuire sans doute aux autres activités du sol, encore que j'ai rien pour vérifier si dans ces endroits très fortement colonisés par les champignons, les bactéries ne sont pas un peu mises sur le côté. Ça reste un sujet de discussion, je n'ai pas les éléments pour analyser le sol et compter le nombre de bactéries qui s'y trouvent. Et c'est la même chose sur cette parcelle donc, qui était celle sur laquelle il y avait potiron, potimarron d'un côté et les pieds de tomates, ceux qui avaient un peu mieux résisté aux maladies cryptogamiques, donc, où on avait planté dans la prairie, puis couvert avec du foin, qui actuellement sert de zone d'épandage de nos déchets ménagers avant de traiter ça avec le rouleau de foin qui attend là-bas. Peu de développement de champignons, même si par hasard, là, je tombe sur quelques carpophores. Oui, il y en a aussi là. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Sans doute ici, les oiseaux, comme vous pouvez le voir, n'ont pas gratté, contrairement à ce qu'ils font là-bas comme des malades sous les aubergines. Et du coup, les tissus de champignons n'ont pas été déchirés en surface. Et on voit donc que quelques organes fructifères de champignons se forment aussi dans ces conditions-là avec du foin donc un peu pailleux, hein, ce que j'appelle du vieux foin, c'est-à-dire du foin riche en cellulose. On peut en conclure qu'il y a une activité fongique qui n'est pas nulle. Voilà donc ici cet organe reproducteur que je vous montrais du doigt, dans, comme vous pouvez le voir, un foin assez grossier. Donc peut-être que ça va jouer, hein, entre un foin jeune, plus riche en azote, moins cellulosique, et un foin qui a été fauché plus tardivement, avec des tiges plus cellulosiques, voire un peu de lignine là-dedans. Peut-être que ça a boosté un peu les champignons. Un peu plus loin, dans la même parcelle, hein, ce groupement-là de carpophores. Toujours dans la même parcelle, celui-ci également. Cela n'a évidemment strictement rien à voir, mais j'en profite, hein, retour du soleil, donc retour des abeilles. Ici sur le chou chinois monté en graines. Il y a à l'instant une activité assez importante de ces butineuses. Voilà, plus large plan, vous verrez peut-être un peu moins bien. J'ai décroché mon micro, je vais essayer de le mettre au-dessus dans l'espoir que vous entendrez le bourdonnement qui me réjouit chaque fois que je m'approche d'une plante que j'ai laissée monter en fleurs. Ce bourdonnement, pour moi, c'est rien à voir avec le périphérique et son bruit fracassant. C'est le bourdonnement de la vie, donc de ces abeilles que j'imagine heureuses de découvrir ces plantes tardives et qui sont en train, quand on les observe, on voit qu'elles sont vraiment goulues. Voilà, je vais essayer de vous enregistrer le son. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, j'aurais essayé.
Voilà donc ce petit aperçu. Je retiens pour ma part que les apports de BRF sont en lien direct avec la richesse en champignons, ce qui ne m'étonne absolument pas, et que sans doute on a intérêt, même dans les parties du jardin consacrées aux végétaux que j'appelle, aux légumes que j'appelle végétaux de milieu ouvert, c'est-à-dire qui n'ont pas d'origine forestière marquée, d'instiller, de mettre une sous-couche beaucoup plus fine de BRF, couverte ensuite pour le besoin de contrôler les adventices par du foin, et du foin donc bien mûr. Et c'est là qu'on a observé donc la richesse la plus importante en carpophores, donc en organes reproducteurs des champignons. Alors, ces carpophores ne sont pas nécessairement proportionnels à l'activité de ces champignons dans le sol. Ce ne sont pas non plus la seule forme de reproduction des champignons, c'est un peu la forme des champignons supérieurs, ceux qu'on appelle basidiomycètes, ascomycètes, etc. Il existe des formes plus primitives de champignons qui ne forment pas des organes aussi sophistiqués, mais qui sont extrêmement importants dans le sol. Donc on ne peut pas faire une liaison simple, linéaire, mais quand même d'évidence, là où il y a du bois, il y a plus de champignons, et quand on se souvient maintenant du rôle que peuvent jouer ces champignons au niveau de la rétention d'eau, au niveau de la décomposition des substances plus difficiles, cellulosiques, etc., au niveau de la circulation des éléments nutritifs et de l'eau dans les réseaux que peuvent former les filaments de ces champignons, on peut penser quand même que ce petit apport de BRF en soutien, je dirais, en soutien aux champignons, me semble intéressant de ce point de vue. Voilà, donc par cette belle journée, j'ai encore 2 ou 3 autres choses à vous montrer, mais je ferai ça dans des films séparés, sinon ils sont trop longs, donc à venir l'une ou l'autre observation avant l'arrivée de l'hiver. Au fait, ceci n'est pas un chrysanthème, hein. Je ne prépare pas ma tombe, c'est un dahlia que je cultive au passage parce que c'est une de ces plantes martyrs qui intéresse beaucoup les limaces. Donc je suis en train de multiplier ces bulbes et je mettrai ça dans mon jardin à limaces, donc le fameux jardin du hérisson. Parce que je n'ai pas baissé les bras, hein. J'espère qu'un jour un hérisson suffisamment intelligent s'installera là, suffisamment intelligent pour avoir compris que, 1, je ne l'empoisonne pas, mais 2, que je vais jusqu'à le nourrir. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré cet individu suffisamment explorateur, suffisamment curieux, ou je ne l'ai pas vu. Allez, sur ce trait d'humour, à une prochaine. Sur un autre thème. Il faudrait qu'on parle de vers de terre, il faudrait qu'on parle de semis naturels, il faudrait qu'on parle de plusieurs choses encore. Donc il y a encore du travail.